Et si les recoins oubliés de notre monde cachaient encore des choses que nous ne devrions pas voir? Aujourd'hui, vous allez découvrir 3 récits vrais ou presque, vécus par des personnes ordinaires dans des lieux hors du temps et hors de contrôle. Une exploration urbaine qui vire au cauchemar dans une mine oubliée, une nuit romantique sous les étoiles qui se transforme en tentative de meurtre, et un simple appel à sa mère qui révèle un passé dangereux lié à un cartel. Préparez-vous à frissonner, à douter, à plonger dans l'inconnu. Bienvenue dans un nouvel épisode de Nuit d'horreur. Si ce genre d'histoire vous passionne, abonnez-vous maintenant, activez la cloche et entrez dans l'ombre avec nous. Cela ne s'est même pas passé il y a un mois. Je suis en terminale au lycée et j'ai vécu toute ma vie dans le Nevada. Il n'y a pas grand-chose à faire par ici, alors mes amis et moi, on s'est tournés vers une passion un peu étrange, l'exploration urbaine. On traque les bâtiments abandonnés, les anciens tunnels de service, les centres commerciaux désertés, tout ce qui semble oublié par le monde. On franchit des clôtures défoncées, on prend des photos, on monte parfois sur les toits ou on descend dans les sous-sols. Ce n'était pas une question de vandalisme ou d'illégalité, c'était juste pour l'ambiance, l'atmosphère. Le gars de notre groupe qui trouvait toujours les endroits les plus flippants, c'était Charles. Un type plutôt calme, mystérieux. Il débarquait souvent avec des lieux dont personne n'avait entendu parler. La moitié du temps, je ne demandais même pas comment il les trouvait. Un jour, il nous a envoyé une capture d'écran d'un compte Instagram douteux. Très peu d'abonnés, des photos floues et des commentaires aussi étranges qu'inquiétants. La légende de la photo disait simplement « Des dizaines de puits de mines abandonnés dans le désert du Mojave, si vous savez où chercher ». D'après Charles, il avait contacté le compte. La personne derrière lui avait balancé quelques zones à explorer. C'était tout ce qu'il lui fallait. Il est devenu instantanément obsédé par cette idée. Le samedi suivant, nous étions donc 3, Charles, James et moi. J'ai une Jeep Wrangler, parfaite pour les pistes défoncées du désert, alors c'est moi qui conduisais. Pas d'adresse précise, juste une épingle GPS plantée quelque part au milieu du Mojave. La zone marquée par Charles était isolée, vraiment isolée. On avait quitté la route principale depuis près d'une demi-heure et la piste sur laquelle on roulait ne ressemblait plus à une route depuis longtemps, un simple serpent de terre battu. On a roulé encore et encore sans rien croiser, pas un panneau, pas une structure, juste une mer de sable et de roches. Je regardais mon téléphone par réflexe, mais on savait tous qu'il n'y aurait pas de réseau. James, assis à l'arrière, commençait à perdre patience. Il râlait, répétant que Charles s'était fait avoir par un troll sur Internet. Charles, borné comme toujours, insistait pour qu'on continue, et puis juste au moment où on s'apprêtait à faire demi-tour, James a vu quelque chose. D'abord, c'était juste un tas de pierres, mais en s'approchant, on a vu une vieille structure en bois à moitié effondrée, incrustée dans la pente d'une colline, une entrée partiellement bouchée, mais derrière une béance noire, sombre et inquiétante. C'était bien une entrée de mine, clairement faite par l'homme. Charles ne dit rien. Il sortit juste son téléphone, ouvrit la carte hors ligne qu'il avait téléchargée avant de perdre le réseau et posa une épingle. Puis il se tourna vers James. « Tu vois ?» James grimaça. « T'as eu de la chance, c'est tout. » Mais même moi, je devais l'admettre, c'était dingue. En plein désert, après des heures à tourner en rond, on avait vraiment trouvé une putain de mine. Je garai la Jeep à une dizaine de mètres de l'entrée, sur un petit replat sablonneux. On sortit tous les 3 du véhicule et on enfila nos équipements. Charles avait même pensé à nous ramener des masques, ce qui allait s'avérer bien utile. En s'approchant de l'entrée, le lieu paraissait encore plus sinistre. Les poutres de soutien, noircies et vermoulues, semblaient prêtes à s'effondrer à la moindre secousse. Charles ramassa une pierre et la lança à l'intérieur. Clang, clang, clang. Puis le silence. On se regarda. C'était profond, très profond. Charles se tourna vers nous, le regard fixe. « Si tu trébuches là-dedans, t'es probablement mort. » Il n'exagérait pas. On entama la descente. Heureusement, le tunnel n'était pas un puits vertical. Il plongeait en pente raide, assez stable pour ne pas avoir à s'aider des mains. Le sol était meuble, irrégulier, parfois tapissé de planches pourries. Les parois étaient renforcées à intervalles réguliers par de vieux madriers, étonnamment solides malgré les décennies. Plus on s'enfonçait, plus l'air se refroidissait. Le silence devenait absolu.
Aucun bruit extérieur ne filtrait plus, même nos respirations, amorties par les masques, semblaient lointaines. Finalement, la pente s'adoucit. Le tunnel s'ouvrit sur une galerie plus vaste qui se ramifiait dans plusieurs directions. On était au cœur du réseau, c'était exactement ce qu'on imaginait, des poutres usées tous les quelques mètres, des rails rouillés à demi ensevelis sous la poussière et des débris de métal et de bois à terre, peut-être des restes de wagonnets ou de vieux outils. L'odeur était rance, stagnante. Je n'avais jamais autant apprécié un masque. On prit un couloir au hasard, lampe torche à la main, personne ne parlait. Il n'y avait rien à dire. On n'était pas là pour chercher un trésor, juste pour ressentir le lieu, pour vivre le frisson. Et on le vivait. Mais ensuite on a entendu un bruit, léger, inaudible presque, mais pas naturel. Quelque part plus loin dans le tunnel, un grattement, un frottement, comme un objet lourd qu'on traîne sur le sol. Bois ou métal, impossible à dire. Je pensais avoir halluciné, mais Charles s'était arrêté net. James, lui, nous fit signe d'éteindre nos lampes. D'un seul coup, plongé dans une obscurité totale, on s'immobilisa. Plus un souffle. Nos yeux ne servaient plus à rien, seules nos oreilles existaient encore. Et ce bruit revint. Score! Ras du sol. Régulier. Inconnu. Le son semblait se rapprocher, lentement mais clairement. On resta là, figé. 30 secondes, 1 minute. Difficile à dire. Le bruit grandissait, comme un serpent invisible qui rampait dans le noir. Puis James alluma brièvement sa lampe par accident, l'éteignant aussitôt. J'eus envie de le frapper, et à ce moment précis, le silence tomba. D'un coup, plus un son, puis clang. Un bruit métallique brutal éclata au loin, comme si on avait lâché un poids énorme. Et juste après, un hurlement, pas humain, ni animal, quelque chose entre les deux, un cri venu d'un cauchemar, un cri qui déchirait l'air. On n'a pas réfléchi, on a juste couru. Ni Charles, ni James, ni moi n'avons échangé un mot. L'instinct avait pris le dessus, primitif, brut. Il n'y avait pas à comprendre, pas à analyser. On devait fuir. Je courais en dernier. Derrière moi, les ténèbres semblaient s'ouvrir comme une gueule prête à m'avaler. Je sentais, sans voir, quelque chose se rapprocher. J'avais les jambes qui flanchaient, le cœur prêt à exploser. Mon souffle me brûlait les poumons. J'étais au bord de la panique, sur le fil du délire. Et puis je me suis effondré. Mon pied accrocha un morceau de rail ou une planche, chutais brutalement, une de mes chaussures vola, emportée par l'élan, la douleur me traversa comme une lame. Mais je n'avais pas le luxe de m'arrêter. Je me relevai en boitant, le pied nu sur la roche, et je repris ma course. Devant moi, Charles et James étaient déjà au début de l'inclinaison, grimpant le tunnel qui nous avait amenés là. Je me jetais littéralement sur la pente. Chaque pas me déchirait la plante du pied, les échardes me lacéraient la peau. Les planches pourries m'enfonçaient des aiguilles de bois à chaque foulée, mais je grimpais comme un animal blessé, mu par la seule certitude que derrière moi, quelque chose me suivait. Le souffle rauque, les pas ou l'absence de bruit, plus terrifiante encore, l'idée que ça attendait. Quand je vis la lumière, le ciel, j'ai cru que mes jambes allaient céder. Je jaillis hors du trou, à moitié mort, allaitant, le pied en sang. Charles et James me hissaient à peine debout, chacun sous un bras. Je n'étais plus que douleur. Je n'ai même pas eu la force d'ouvrir la portière. James a pris le volant. Charles m'a aidé à grimper à l'arrière. À peine refermée, la porte claqua. James démarra en trombe. Je ne sais pas si on était encore suivi, je ne voulais pas le savoir. Nous avons roulé sans un mot. Pendant des kilomètres, seul le bruit du moteur et du souffle dans la cabine. Le sable volait derrière nous en nuages pâles. Le désert reprenait sa place, impassible, comme si rien ne s'était passé. À l'hôpital, on m'a fait une piqûre antitétanique, retiré les échardes une à une, désinfecté les plaies. Je ne pouvais pas poser le pied par terre. Marcher m'était impossible. Pendant des jours, je boitais, incapable de bouger normalement. Quelques jours plus tard, James nous appela. Il avait perdu son portefeuille, probablement en me traînant jusqu'à la voiture. Il voulait retourner là-bas, juste à l'entrée, pas plus loin. On a fini par accepter. Le désert nous accueillit à nouveau, identique, comme si rien ne s'était produit. Les mêmes couleurs ternes, les mêmes collines poussiéreuses, les mêmes silences pesants. Pourtant, rien n'était pareil. Charles avait gardé l'épingle GPS du jour maudit. On se gara au même endroit, à la même distance de l'entrée. Le vent soufflait doucement, soulevant un peu de sable autour de nous. Nous n'avons pas prononcé un mot en descendant de la voiture. James scrutait les environs, anxieux.
Il espérait retomber sur son portefeuille, ce qui, soyons honnêtes, était illusoire. Évidemment, il n'était pas là, mais quelque chose d'autre nous attendait. Moi, c'est ma chaussure que j'ai vue en premier. Elle gisait à quelques mètres de l'entrée du puits, presque posée là, comme une offrande retournée. Déchirée, salie, inerte. Je m'approchais lentement, chaque pas plus lourd que le précédent. En la ramassant, je sentis mon estomac se nouer. Il y avait des marques dessus, pas des éraflures de rochers, des traces, des empreintes, des morsures, littéralement, des crocs, des dents humaines ou presque, où des morceaux entiers manquaient, comme si quelqu'un ou quelque chose avait arraché des bouts de tissu avec les dents. Je relevais la tête et croisais le regard de Charles. Il avait compris lui aussi. James, lui, avait pâli. On n'est pas resté, même pas une minute de plus. On a tourné les talons, remonté dans la voiture et on a roulé sans se retourner. Aucun de nous ne trouve d'explication rationnelle. Ou certains diraient peut-être qu'un SDF vivait là-dessous, tapi dans le noir. Mais comment aurait-il survécu? Il n'y avait rien à manger, pas de réserve, pas de traces d'habitation. Et ce cri, cette chose qu'on a entendue, ce n'était pas humain. Charles a tenté d'envoyer un message à ce fameux compte Instagram. Aucune réponse. Moi, je sais juste une chose, je ne remettrai plus jamais les pieds dans un endroit désertique pour explorer une ruine. Pas avant longtemps, peut-être jamais. J'ai toujours été un gars du genre rustique. Le genre pour qui des vacances, ce n'est pas un hôtel 5 étoiles ni une croisière, mais un feu de camp, une rivière et le ciel pour toi. Ma copine Tiki partage ce même amour de la nature brute. C'est probablement l'une des raisons pour lesquelles on est ensemble. On sortait ensemble depuis 6 mois quand on s'est dit qu'on voulait tenter un truc un peu différent, camper dans le désert. On avait fait les forêts, les montagnes, les lacs, mais jamais ce genre d'étendue aride et silencieuse, ce vide presque surnaturel où le ciel semble toucher la terre. Ça nous intriguait, on voulait l'essayer. Un autre argument qui nous a convaincus, les étoiles. On est fous de stargazing, Tiki et moi. Dès nos premières sorties, on roulait jusqu'à la limite de la ville, grimpé sur le capot du pick-up et on passait des heures à regarder les constellations en silence. Alors quand j'ai trouvé un terrain légal de camping, éloigné de toute civilisation et sans pollution lumineuse, c'était réglé. Pas de commodité, pas d'électricité, juste nous, un feu, un ciel noir. Parfait. On a préparé la voiture, pris tout ce qu'il fallait et on a pris la route un vendredi matin, 3 heures de trajet dont la dernière interminable sur une piste poussiéreuse sans le moindre panneau. Pas une maison, pas un arbre, rien. Et c'était exactement ce qu'on cherchait. Les 2 premières nuits furent magiques. Les journées étaient chaudes, les soirées fraîches. On s'installait au coin du feu, une bière à la main, un joint qui tournait entre nous. On parlait de tout et de rien, on riait, on faisait l'amour sous la tente. C'était simple, brut, réel. Mais les 2 soirs, à la même heure, un bruit lointain avait perturbé notre paix. Un son qui venait de loin, perdu dans l'obscurité, long, grave, étiré, un gémissement ou un hurlement, difficile à dire. Ce n'était pas humain, mais ce n'était pas tout à fait animal non plus, une chose entre les deux. La première fois, on s'était regardé, surpris, puis on avait éclaté de rire nerveusement. J'avais plaisanté, c'est sûrement un coyote ou un puma mélancolique. Tiki avait hoché la tête, mais je voyais dans ses yeux qu'elle n'y croyait qu'à moitié. La deuxième nuit, le même son se fit entendre. Identique. Même heure, on essaya de ne pas s'en inquiéter. On était là pour profiter, pas pour se faire peur. Après tout, le désert est rempli d'animaux inconnus, non? Mais la 3e nuit, tout changea. Je me réveillais en sursaut, pas à cause d'un bruit fort, un rien, des pas, discrets, comme des pas nus sur de la terre sèche, lents, méthodiques, juste derrière la toile de la tente. Mon cœur se mit à cogner dans ma poitrine. Une terreur froide me saisit. J'étais paralysé. Chaque fibre de mon être me hurlait de bouger, d'attraper la lampe torche, de réveiller Tiki, mais je ne pouvais pas. Je n'étais plus maître de mon corps. Les pas s'arrêtèrent, à 2 mètres, juste derrière moi. Un silence épais tomba, étouffant, et puis un bruit sec, clac, le bruit d'un briquet. Une flamme apparut, filtrant à travers la toile, orange tremblante. Juste à hauteur de hanche, quelqu'un tenait une flamme et la faisait lentement danser. Je la fixais, hypnotisé, terrifié, puis la flamme devint plus vive, plus forte. Un objet en feu,
Un chiffon, un bâton, une torche, et d'un coup, l'ombre lâcha ce qu'elle tenait. Tump, un bruit sourd, et une seconde plus tard, la tente s'enflamma. Tiki s'éveilla au cri de mon nom, les parois prenaient feu, les flammes léchaient déjà nos sacs, notre linge, notre peau. On bondit hors des sacs de couchage. Elle jeta un bidon d'eau sur les flammes. Moi, je tentais d'écraser les parties qui avaient pris feu avec mes pieds, c'était le chaos. La tente était à moitié carbonisée quand on réussit à éteindre les flammes. Essoufflé, en sueur, tremblant, je pris la lampe torche et je balayai les alentours. Il n'y avait plus personne, pas une ombre, pas un bruit, mais il était là. Quelqu'un nous avait regardé dormir, et il avait voulu nous brûler. Vif, Tiki, sans un mot, se mit à rassembler nos affaires. Je l'aidais. Mécaniquement, on ne parlait pas, on marchait vite, trop vite, perdu. Il n'y avait aucun repère, aucune lumière, juste l'obscurité complète. Et puis, le cri revint. Ce cri, il n'était plus comme les nuits précédentes. Il ne s'arrêtait pas. Un hurlement long, continu, une plainte déchirante, semblable à celle d'un animal blessé ou d'un être en train de devenir autre chose. Mais cette fois, il n'était pas seul. Un second cri s'éleva, puis un autre, encore plus aigu, plus désespéré. Et un troisième, ils se répondaient, se superposaient, ils étaient nombreux, et tous derrière nous. Je ne dis rien, je n'avais pas besoin de parler. J'ai simplement attrapé le bras de Tiki et on s'est mis à marcher plus vite, puis à trottiner, puis à courir. C'était une fuite aveugle, il n'y avait aucun chemin visible, aucun repère. Par miracle, ou grâce à la panique, on a fini par retrouver la silhouette de la voiture dans le lointain. Flou, sauvé de l'obscurité par les reflets de la lune sur le pare-brise. On a littéralement jeté nos affaires à l'intérieur. Tiki s'est glissé sur le siège passager et moi j'ai pris le volant sans même fermer correctement le coffre. Je n'ai pas allumé les feux, je les ai allumés en roulant. Je ne pouvais pas aller trop vite, la piste était trop instable, mais je poussais la voiture à la limite. Chaque bosse menaçait de nous envoyer valser. Mon cœur tambourinait plus vite que le moteur. Derrière nous, je refusais de regarder. Quand on a finalement retrouvé une route goudronnée, j'ai accéléré comme un fou jusqu'à croiser les premiers phares d'autres voitures. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai ralenti. Tiki, à côté de moi, regardait droit devant elle, muette. Mais ses yeux étaient humides. Elle tremblait légèrement. Je voulais lui parler, la rassurer, mais je savais que les mots ne serviraient à rien. Ce qu'on venait de vivre, aucun mot n'était suffisant pour l'expliquer. On a appelé la police, bien sûr. On a tout raconté. Le feu, les pas, le briquet, les hurlements, mais que pouvait-il faire? Il n'y avait pas de preuves, pas de suspect, pas de photos, rien d'autre qu'un témoignage effrayé. Ce que je retiens au fond, c'est ça. Si je n'avais pas été un sommeil léger, si je ne m'étais pas réveillé au bon moment, Tiki et moi serions peut-être morts, brûlés vifs dans une tente, seuls au milieu du désert. Je commence ici parce que c'est important. J'ai toujours eu cette sensation à peine perceptible mais tenace que ma mère me cachait quelque chose. Pas un mensonge, pas une omission, plutôt une partie entière de sa vie. Elle est née au Mexique, a grandi là-bas. Puis, toute jeune adulte, elle a quitté le pays seule pour faire ses études aux États-Unis. C'est là qu'elle a rencontré mon père, trouvé du travail, bâti une nouvelle vie, et c'est là que son histoire commence, du moins pour moi. Tout ce qui vient avant, c'est un brouillard. Elle ne parlait jamais de son enfance, changeait de sujet avec humour, évitait les questions. Mon père me disait qu'elle avait traversé des choses difficiles et qu'il valait mieux ne pas remuer le passé. Pendant longtemps, j'ai accepté ça. Mais en grandissant, ma curiosité s'est aiguisée. Je voyais comment, à chaque réunion de famille, ma mère esquivait avec grâce, comme une danseuse, toutes les tentatives d'en savoir plus. Ce n'était pas de l'oubli, c'était une stratégie. Voici tout ce que je sais. Roustretu encostrete. Roustretu encostrete. Roustretu encostrete. Roustretu encostrete comme brod par vix époque. Ar partic vetite. Roustretu encostrete comme brod par véticence. Du côté de ma mère, les bandits. Mais j'ai jamais su qui était qui. Je riais à l'époque. Aujourd'hui, je ne suis plus sûr que c'était une blague. Elle parlait parfois de son père, un vague poste dans la fonction publique, mais jamais de sa mère,
Pas une seule fois. Et puis, il y a ce nom. Un nom qu'elle répétait, une nuit où je m'étais levé pour aller aux toilettes. J'étais enfant, 11 ans peut-être. Je passais devant le salon plongé dans le noir quand je l'ai entendu parler doucement en espagnol. Je ne comprenais pas la langue, mais elle revenait plusieurs fois sur un prénom. Un nom d'homme, un R. Elle ne s'était pas aperçue que j'étais là jusqu'à ce que j'allume la lumière. Elle s'est figée. Pas surprise, pas apeurée, plutôt résignée. Elle a raccroché calmement, puis m'a lancé un regard que je n'avais jamais vu sur son visage. Froid, dur, étranger. Elle m'a dit de retourner me coucher. Je l'ai fait, et depuis ce jour, le passé de ma mère est resté un mur sans fenêtre. L'année dernière, presque jour pour jour, quelque chose m'est arrivé. Quelque chose que je n'ai jamais raconté à personne, ou du moins, pas dans toute sa vérité. Je vis en Arizona. J'y ai grandi, et ce jour-là, je faisais simplement la route pour aller retrouver un vieil ami d'université. Un de ces trajets interminables où les paysages se répètent comme un fond d'écran figé. J'avais fini ma playlist. Je déteste les podcasts. Alors j'ai commencé à faire ce que je fais toujours dans ces moments-là, appeler des gens au hasard dans mes contacts, des potes, des ex, des filles à qui je parlais encore un peu, rien de sérieux. Et puis j'ai appelé ma mère. On partage une passion commune, le foot. Et comme la Ligue des Champions approchait, on s'est mis à discuter des matchs à venir, des groupes, des rivalités. Elle connaît vraiment bien le sujet. C'en est presque intimidant. On peut parler ballon pendant des heures, mais tout a changé en une seconde. Devant moi, au détour d'un virage, 2 pick-up barraient la route. Pas d'accident, pas de feu de détresse, juste 2 véhicules plantés là, en travers de la chaussée. J'ai ralenti incertain, mon cerveau hésitait entre quelqu'un a besoin d'aide et ça sent très mauvais. Ma mère était toujours au téléphone. Je ne lui avais pas encore décrit la scène. J'aurais dû, avant que je puisse faire quoi que ce soit, 3 hommes jaillir des 2 voitures, tous armés. Ils ne couraient pas, ils savaient que j'étais coincé. Un 4e véhicule déboula derrière moi et se gara en travers. Piégé, je n'avais pas d'armes, rien, j'étais seul. Alors j'ai levé les mains. Un des hommes tapota sur ma vitre avec le canon de son fusil, me faisant signe de sortir. J'ai obéi, lentement. Pendant tout ce temps, mon téléphone était toujours en ligne. La voix de ma mère résonnait dans l'habitacle. J'étais figé, mais mon esprit tournait à plein régime. Et là, j'ai compris. Le mec est monté dans ma voiture. Il s'est installé à ma place, téléphone à l'oreille. Il s'apprêtait à raccrocher. J'ai vu son doigt s'approcher de l'écran tactile, puis s'arrêter. Il a écouté. Et puis il a commencé à parler. Je ne pouvais rien entendre de l'extérieur. Les vitres étaient remontées, mais ses lèvres bougeaient. Il parlait espagnol. Et d'un coup, ce nom, ce prénom que j'avais entendu, il y a des années, R, je l'ai lu sur ses lèvres. Il l'a répété, plusieurs fois. Il validait ce qu'il entendait, comme si ma mère et lui se connaissaient. Les 2 autres types s'approchèrent, intrigués. Le conducteur abaissa la vitre, leur parla brièvement. Ils se tournèrent vers moi, tous les 3, et me regardèrent. Longtemps, puis sans un mot, ils me rendirent mon portefeuille, mes clés, mon téléphone, tout, enfin presque. Ils gardèrent uniquement l'argent en liquide, et celui qui me le tendit eut un sourire en coin et lâcha dans un anglais hésitant. Taxe, et ils sont repartis. Les 3 véhicules firent demi-tour et s'évanouirent dans le désert, sans plaque, sans trace, comme s'ils n'avaient jamais été là. Je suis resté là, planté au bord de la route, tremblant, puis j'ai repris le volant et appelé immédiatement ma mère. « Maman, qu'est-ce que tu leur as dit ?» Elle a feint l'ignorance. J'ai dit que j'allais appeler la police, que je te localisais en direct grâce au GPS. Ils ont dû avoir peur. C'est faux, je le savais. Elle parlait à l'un d'eux comme si elle le connaissait, comme si elle lui rappelait quelque chose. Je l'ai pressée, suppliée, hurlé presque. Mais elle n'a jamais changé sa version. Depuis ce jour, je sais qu'elle cache quelque chose de profond, quelque chose de dangereux. Je pense qu'elle a été liée, d'une façon ou d'une autre, à un cartel, ou peut-être qu'elle l'est encore. Et le plus effrayant, peut-être que le nom qu'elle a soufflé ce soir-là m'a sauvé la vie. Mais je ne suis pas prêt à lui poser frontalement la question. Pas encore, parce que si elle me dit la vérité, je ne suis pas sûr de vouloir la connaître. Ces histoires ne vous laisseront peut-être pas dormir ce soir, mais elles vous rappelleront que le monde réel est parfois bien plus terrifiant que la fiction. Que ce soit une bouche de mine oubliée,
une silhouette qui rôde dans le désert ou un nom chuchoté dans la nuit? Il y a des secrets que l'on ne devrait pas réveiller, et vous, auriez-vous osé entrer? Dites-nous dans les commentaires, Schumacher-Pantreskode, laquelle de ces histoires vous a le plus marqué? Avez-vous déjà vécu quelque chose d'inexpliqué? Et surtout, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche pour ne rien rater des prochaines histoires. Histoire d'horreur vous prépare encore bien pire. À très bientôt, dans l'ombre.